il y a des odeurs qui ne s'en vont jamais. Pour moi, c'est l'odeur âpre du désinfectant mélangé à celle, plus douce, d'un café oublié sur une table de chambre d'hôpital. Je me revois penchée sur ce gobelet, les mains serrées autour du carton tiède, en train d'essayer de retenir un nom qu'on n'entendait plus depuis trop longtemps. Mauricio disait encore quelque chose, ou c'était seulement le bruit du moniteur, je ne sais plus. Je sais seulement que quand le téléphone a sonné au milieu de la nuit et que j'ai murmuré « Mauricio », la voix à l'autre bout n'a pas répondu. Tout s'est figé, la lumière, le respirateur, la façon dont la chaise grinçait sous mon poids. Il n'y a pas de dramatique dans ce que je raconte, juste la vérité nue d'un instant où la maison a cessé d'être un abri pour redevenir un miroir de l'absence. Après le retour, la maison paraissait trop petite pour deux et trop grande pour moi. J'ai continué à faire des choses qu'on imagine comme normales, faire le café, balayer, tirer les draps. Pourtant, tout prenait la forme d'un acte automatique. La table restait dressée pour deux, par habitude ou par obstination. Une assiette, 2 couverts, 2 verres. J'ai laissé un des essuie-mains accroché à sa chaise, comme pour le préserver d'un départ qu'on n'acceptait pas. J'ai compté les carreaux de la cuisine. Un passe-temps aussi absurde que rassurant. C'était quelque chose à faire entre une sonnerie et l'autre, entre une pensée et l'autre. Les jours se succédaient sans se ressembler vraiment. Le matin, j'ouvrais les volets pour que la lumière entre et pour vérifier que le monde extérieur continuait de tourner. L'après-midi, je m'asseyais près de la fenêtre, à regarder passer les gens dans la rue, comme si chacun d'eux portait un morceau de réponse que je n'arrivais pas encore à rassembler. La nuit, je sortais la vaisselle et je la lavais à la main. Comme si une vaisselle propre pouvait essuyer la sensation que quelque chose d'irréparable avait été renversé dans ma vie. Je n'étais pas prête à parler, et pourtant les mots sortaient parfois, maladroits, pour tenir compagnie au silence. « Comment ça va ?» demandait la voisine du dessous quand elle me croisait sur le palier. Je répondais « ça va », parce que c'était plus simple. Ce mensonge-là m'épargnait des explications que je n'avais pas l'énergie de donner. Je me surprenais à garder des conversations inachevées dans ma tête, à les repriser comme on rafistole un vieux vêtement, sans jamais retrouver la coupe d'avant. Un après-midi, alors que je triais des photos jaunies, quelqu'un a frappé doucement à ma porte. Je n'attendais personne. J'ai ouvert. Devant moi, un visage familier, mais que je n'aurais peut-être pas reconnu dans un autre contexte. Neuza. Elle tenait un petit plat recouvert d'un torchon. Ses yeux étaient pleins d'une douceur qui ne jugeait rien, seulement constatait. Elle posa le plat sur la table, s'assit sans attendre d'invitation et déballa un gâteau simple, encore tiède. Elle ne parlait pas trop, mais sa présence avait quelque chose de solide, comme un meuble ancien qui s'est resté à sa place. « J'ai pensé à toi ce matin », a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pas de sermon, pas de consigne. Elle a pris une tasse de café, a attendu que je prenne la mienne, et puis nous avons mangé sans bruit longtemps. Elle a écouté quand j'ai commencé à raconter, non pas pour me corriger, mais pour prendre note, comme si mes mots étaient des indices d'un chemin qu'elle connaissait déjà un peu. Ce geste a été la première fissure dans la carapace. Ce n'était pas un miracle, ni une voix céleste venue me dire quoi faire. C'était un bol de gâteau, une chaise tirée, une tasse tendue. Ce geste a ouvert la porte. J'ai reçu d'autres gestes dans les semaines qui ont suivi. Une voisine qui m'a apporté du linge, des enfants du quartier qui revenaient chercher des bonbons que je gardais dans un bocal, une lettre du pasteur que je n'avais pas vu depuis des années. Chaque petit contact ajoutait un fil, fragile, mais présent. Peu à peu, j'ai pu sortir un peu plus souvent, marcher jusqu'à la place du marché, rester une demi-heure à scruter les bancs en bois. Si ce récit vous touche, laissez un mot en commentaire, d'où vous êtes et ce que vous traversez. Je veux lire et savoir que nous ne sommes pas seuls. Avec Neuza, je me suis retrouvée, sans m'en rendre compte, à fréquenter d'autres femmes du quartier. Ce sont elles qui, en riant d'abord, ont proposé de se voir tous les jeudis. Au début, c'était juste pour prendre le thé chez l'une ou chez l'autre. Ensuite, quelqu'un a apporté des pelotes de laine, persuadé qu'un truc simple pourrait faire du bien. On a appelé ça, entre nous, les jeudis du crochet, parce que le mot « thérapie » sonnait trop prétentieux, alors que « crochet » sonnait à la fois modeste et concret. La première fois que j'ai pris un crochet, mes mains étaient rouillées. Je connaissais l'existence de cette technique. Bien sûr, ma mère tricotait quand j'étais enfant, mais mes doigts ne se souvenaient plus de la danse que cela demande. Neuza m'a montré un point simple, lentement, comme si elle me lisait une recette. La laine était douce, un vert pâle qui me rappelait les collines près de Campos dos Goytacazes. À chaque boucle, à chaque maille serrée, il y avait une petite victoire.
la sensation que mes doigts avaient encore une utilité autre que ouvrir des boîtes ou remuer la soupe. Les jeudis se sont transformés en rituels. On apportait des gâteaux, des restes de repas, des histoires. Dalva racontait de minuscules catastrophes domestiques avec un sens dramatique qui faisait rire tout le monde. Yvonne parlait de ses enfants comme si elle voulait leur rendre un hommage ponctuel. Et Dylan amenait ses petites filles qui attrapaient les pelotes et les transformaient en désordre de couleurs. Le crochet faisait office de langage commun. On n'avait pas toujours de mots pour nos peines, mais nos mains savaient travailler la laine et cela suffisait. Une maille après l'autre, la conversation s'installait, sans pression, sans nécessité de performance. La chose qui m'étonne encore, c'est la façon dont le geste le plus simple peut contenir tant de réconfort. Tenir un fil et le guider, sentir sa résistance, constater qu'un motif progresse, c'était comme écrire une lettre à soi-même que je pouvais relire matin après matin. Les mains qui se rencontrent pour crocheter se racontent aussi par gestes, une caresse de la pelote, un regard qui demande conseil, un rire qui secoue la table. Ce sont des détails de la vie réelle, et pourtant, dans leur accumulation, ils ont commencé à effacer un peu la lourdeur du deuil. Petit à petit, on a imaginé faire quelque chose de plus que partager du thé. À force de tenir ces objets entre nos doigts, l'idée d'une vente pour le marché local est née naturellement. « Pourquoi pas tester au marché de la place ?» a dit Grassa, et la suggestion a été accueillie avec un mélange de scepticisme et d'excitation. Monter une petite tente, disposer des paniers de bonnets, d'écharpes et de pièces colorées, voir quelqu'un choisir un de nos carrés et le tenir comme un trésor, c'était une façon de mesurer que ce que nous faisions avait un sens extérieur à nos murs. Nous n'avions pas l'illusion de changer le monde, mais nous pouvions occuper un coin de celui-ci avec quelque chose de beau et utile. La première foire a été un événement modulé entre la fierté et la peur. Nous avons cousu des étiquettes avec des bouts de papier, improvisé un présentoir avec une vieille porte poncée, ri de nos maladresses en se prenant trop de soleil. Des inconnus s'arrêtaient, regardaient, touchaient. Un homme s'est approché et a acheté 4 bonnets pour ses petits-enfants. Une dame a pleuré en regardant un châle et m'a dit qu'il lui rappelait celui que sa grand-mère portait. Ces réactions nous ont rendues réelles l'une pour l'autre, et réelles aux yeux d'un public plus large que notre cercle. Ce n'était pas une réussite fulgurante, mais c'était une récompense douce, tangible, de l'argent pour acheter plus de laine, des sourires, des conversations. J'ai commencé à remarquer des changements subtils en moi. Je sortais de chez moi en choisissant une robe qui me plaisait, non plus pour montrer quelque chose au monde, mais pour me reconnaître dans le miroir. J'ai trouvé des occasions de rire sans arrière-pensée. Les jeudis ont continué à être notre point d'ancrage. La même table branlante, le même thé, la même odeur de gâteau. On célébrait les petites choses avec la gravité qu'elles méritaient. L'arrivée d'un colis, la reprise d'un travail domestique, un compliment d'un inconnu. Ces instants ne me guérissaient pas. Ils reprisaient juste des morceaux de moi que je ne savais plus comment tenir. La foi est revenue sous une forme humble et personnelle. Pas de grandes proclamations, juste des prières murmurées avant de commencer à crocheter. Des moments où je serrerais mes mains et dirais « merci » pour un rayon de soleil ou pour quelqu'un qui a répondu au téléphone. J'ai parlé au pasteur une fois parce qu'il avait insisté et nous avons eu une conversation courte et aimable. Ma spiritualité s'est adaptée à ce que j'étais prête à vivre. Des gestes simples, des remerciements, des demandes rafraîchies mais jamais imposées. Je n'attendais pas une solution miraculeuse. J'attendais de pouvoir tenir mes propres émotions sans qu'elles me brisent à chaque coin de la journée. La famille restait une corde à plusieurs brins. Rodrigo, Patricia et Junior faisaient des allers-retours, certains plus présents que d'autres. Il y a eu des disputes sur la maison, des conversations sur les papiers, des silences plus lourds que les mots. J'ai accepté l'aide quand elle est venue et j'ai aussi dû poser des limites, apprendre à dire que je pouvais gérer certains aspects seule. Cela n'a pas toujours été facile. J'ai senti la culpabilité parfois, comme un malaise qu'on ne peut lâcher que par la reconnaissance honnête de ses limites. Mes enfants ont aussi leurs propres douleurs, distinctes de la mienne, et apprendre à reconnaître cela a demandé du temps et de la patience. Les premières semaines du groupe ont fait apparaître des solidarités inattendues. Une fois, après une réunion, nous avons trouvé une voisine, Maria, assise sur le pas de sa porte en pleine confusion. La perte d'un petit enfant était encore récente et elle ne savait où poser sa peine. Nous avons laissé les crochets sur la table, pris des plaids et sommes restés avec elle, comme on reste au chevet d'un feu qui a besoin d'être protégé.
Ce soir-là, sans mots qui prétendent tout expliquer, nous avons compris que la guérison n'était pas une ligne droite. Il y aurait des rechutes, des jours plus sombres, mais également des mains prêtes à tenir la nôtre. Cette vérité m'a donné une force tranquille. Je pouvais tomber, mais il y aurait quelqu'un pour me ramasser. Au fil des mois, les visites se sont multipliées, les échanges ont pris de l'épaisseur. Nous avons commencé à organiser des petites sorties, un dimanche à la plage pour sentir le vent, une promenade jusqu'au marché pour acheter des fruits. Je me souviens d'un après-midi où nous avons toutes 5 partagé un banc, nos sacs de marché rangés à nos pieds, en regardant un groupe d'enfants jouer au ballon. Le monde continuait malgré tout, et cela faisait partie de l'étrange confort que j'ai appris à accepter. La vie marche, même quand on croit qu'elle devrait s'arrêter. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une réunion plus longue que d'habitude, j'ai senti le téléphone vibrer dans ma poche. C'était une habitude maintenant. Je regardais qui appelait avant de décrocher, comme pour me préparer aux nouvelles. Le nom affiché était celui de Patricia. Mon cœur a accéléré, pas uniquement de crainte, mais de la familiarité de l'alerte. « Maman, viens vite !» a-t-elle dit, et sa voix cassée a suffi pour que je sache que c'était sérieux. Elle m'a parlé de Fabio. Ce mot, prononcé dans un souffle, a créé une fissure que je n'avais pas prévue. Les détails se succédaient, confus, entre larmes et explications hachées, et j'ai senti la pièce tourner autour de moi, comme si les fils que j'avais tissés depuis des mois allaient être tirés d'un coup. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai attrapé mes clés, j'ai quitté la maison avec un sac léger, presque comme si je partais pour un long voyage sans valise. Dans la rue, les lampadaires semblaient plus bas, plus intimes. Les voisins, qui me croisaient souvent maintenant, m'ont ouvert la porte avant même que je n'atteigne l'entrée. J'ai pensé à Mauricio sur le siège vide, à la table pour deux et à toutes les petites victoires que nous avions construites ces derniers mois. La colère, la tristesse, l'urgence, tout se mélangeait en une seule pulsation. Je ne savais pas si j'allais être utile, si j'allais connaître la force nécessaire, mais je savais que j'allais y aller. Mes mains, qui avaient appris à tenir un crochet pour apaiser une douleur, se retrouvaient maintenant à tenir l'urgence d'un autre. En montant dans le bus, j'ai repassé en mémoire les visages des femmes du jeudi, leurs rires, leur silence, la manière dont elles prenaient soin les unes des autres. J'ai pensé à Neuza, à son gâteau, et à la façon dont un simple geste avait repoussé la clôture autour de mon cœur. Je ne pouvais pas imaginer encore comment cette nouvelle vague de douleur allait s'inscrire dans mon histoire, mais je sentais que quelque chose se préparait, que la route que je croyais suivre allait bifurquer. Je serrais le sac contre moi, comme si, en le serrant, je pouvais garder un peu de l'équilibre que j'avais retrouvé. En descendant du bus, je n'ai pas encore su quel tournant cela représenterait. Je voyais juste les lumières de la rue, les visages pressés d'un soir de semaine, et la porte grande ouverte d'une vie qui, encore une fois, me demandait d'entrer. Je suis arrivée chez Patricia comme on saute d'un train en marche, le cœur cognant, les mains glacées, un sac que je n'avais pas eu le temps de vérifier. La lumière dans l'entrée m'a semblé étrangère, différente de celle de ma maison, plus blanche, plus tendue. On m'a conduite directement à la chambre où tout le monde était déjà, serré comme si la présence des uns pouvait colmater les brèches des autres. Il y avait des voix enrouées, des vêtements froissés, un silence qui se déplaçait d'un fauteuil à l'autre pour reprendre sa place. On m'a expliqué, en morceaux, l'urgence, la route, le visage de Fabio pâlit avant que l'on ne sache vraiment. Patricia m'a pris la main comme à l'enfance, mais cette main était une encre tremblante. J'ai senti alors que ma propre fatigue n'était plus seulement mienne. Elle devenait un équipement, un outil que je devais déployer pour aider à supporter une douleur nouvelle. Les jours suivants se sont déroulés dans une sorte de suspension. J'ai veillé, j'ai parlé peu, j'ai enseigné à Junior à faire un café qui ne soit pas amer, et j'ai surveillé Rodrigo organiser des papiers avec la précision d'un homme qui veut remettre de l'ordre au monde. Les visites allaient et venaient, voisins, cousins, un ami du travail de Fabio qui ne savait pas trouver ses mots et restait assis, le regard largué sur le vide. Nous avons organisé des repas simples, des sandwichs que l'on dépose sur la table comme des offrandes. À certains moments, j'ai senti une colère sourde bouillonner, pas contre quelqu'un en particulier, plutôt contre la brutalité de l'événement, contre l'arbitraire de la vie qui prend sans prévenir. Je la mettais dans des tâches pratiques, préparer des draps, téléphoner pour organiser un service, écrire un message court et ferme à ceux qui s'éparpillaient dans l'aide. Quand je suis rentrée chez moi, quelques semaines plus tard, la maison m'a accueillie comme une vieille compagne qui voudrait m'ignorer.
La table pour deux était toujours là, un pli mémoriel que je n'avais pas voulu rectifier. J'ai essayé de reprendre les jeudis du crochet, mais mes mains refusaient la douceur des pelotes. Elles tremblaient ou devenaient lourdes, comme si chaque boucle retenait un peu de la peur que j'avais vue sur le visage de Patricia. Pourtant, les femmes du groupe ne m'ont pas questionnée. Elles ont continué à poser des gâteaux sur la table, à laisser une tasse à portée, à me donner des regards qui disaient « Prends ton temps ». Cette patience s'est installée comme un pansement sans heurts. La régression est venue plus tard, par vagues. Il y avait des matins où je ne parvenais pas à me lever, où les gestes semblaient récrits en braille, et je devinais leurs formes sans jamais arriver à les exécuter. Je dormais mal, je m'accrochais à la vaisselle propre comme à une promesse fragile, et je recommençais la journée, sans grande conviction. J'ai dit à mon fils Rodrigo que j'allais bien, parce que je voulais qu'il conserve l'esprit tranquille pour ses propres combats. Mais à l'intérieur, quelque chose se refermait comme une porte qu'on claque trop fort. Je me retrouvais à regarder les vieilles photographies en me demandant si le temps avait le droit de tricoter ces moments en usure. C'est durant une de ces semaines-là que j'ai rencontré Reynaldo. Il n'est pas arrivé comme un éclair ni comme une évidence. Il a d'abord été une présence discrète, un homme que l'on voyait souvent dans le marché, vieux artisan au sourire mesuré, avec des mains tachetées de colle et d'huile de bois. Il vendait des petits meubles restaurés, des cadres, des boîtes qu'il décorait avec un soin presque cérémonial. J'ai acheté de lui un porte-revue pour la maison, un objet modeste, mais bien fait. Nous avons échangé quelques mots. Il connaissait le quartier depuis toujours, connaissait les allées comme on connaît un jardin. Sa voix avait la patience de ceux qui mesurent chaque mot avant de le déposer. Avec le temps, nos rencontres au marché sont devenues plus longues. Il venait s'asseoir à côté de ma table quand il n'y avait pas trop de monde, prenait une tasse de café et écoutait sans presser. Nous parlions peu de choses essentialistes, du temps qu'on mettait pour poncer une planche, de la manière dont la pluie rend l'odeur du bois plus vive, de la couleur des pelotes que j'aimais. Il riait parfois, d'un rire contenu, et j'apprenais à reconnaître ce morceau d'humanité tranquille. Il n'a jamais été insistant, jamais rapide. Il a attendu que je rapatrie mes blessures sur une table où il pouvait être utile, et il a été utile sans le déclarer, en réparant une chaise cassée, en ramenant des morceaux de bois qui allaient nous servir au marché, en écoutant une anecdote banale comme si c'était un trésor. La prudence est entrée dans cette histoire comme une nécessité. À mon âge, j'avais appris à ne plus accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de solitude. J'avais aussi peur d'effacer la mémoire de Mauricio au simple geste de vouloir une nouvelle compagnie. Je le disais à Reynaldo simplement, et il s'en tenait à quelques gestes qui portaient plus que des mots. Respecter mes silences, éviter de refaire la vaisselle quand je l'avais déjà attaqué, me laisser une tasse quand il savait que j'aurais besoin d'un compagnon pour la boire. Nous avons avancé lentement avec des accords tacites. Il apprenait à envoyer un message et à attendre ma réponse. Moi, j'apprenais à accepter un appel qui n'exigeait pas d'intensité dramatique. Un jour, après un long hiver où nous avions partagé un peu plus de promenades, il m'a demandé si je voulais qu'on fasse une petite cérémonie. Quelque chose de simple, sans grand discours, pour sceller une décision commune de vivre côte à côte. J'ai réfléchi. J'ai pensé à la table pour deux, au drap que je ne voulais pas changer pour ne pas perdre un souvenir. J'ai pensé aussi à la façon dont mes mains, autrefois figées, se remettaient à toucher la laine sans que la tristesse ne les étouffe. Nous avons choisi une après-midi ensoleillée, invité quelques femmes du groupe et les enfants, fait un petit déjeuner où l'on a partagé du pain cuit par la voisine. Il n'y avait pas de papier officiel, pas d'église remplie. C'était un engagement en présence de témoins qui comptait pour nous. Nous avons mis 2 chaises côte à côte, nous avons prononcé quelques mots, plus pour nous entendre nous-mêmes que pour convaincre les autres. Nous avons serré les mains, et le monde n'a pas changé de bord, mais la maison a retrouvé une nouvelle géographie avec 2 coins pour 2 histoires qui se rejoignaient. La cohabitation a eu ses petites frictions, comme tout l'apprentissage d'un nouveau tempo. Il y avait la façon dont il rangeait ses outils, la manière dont je pliais les serviettes, la nécessité d'accepter qu'une nouvelle main ait sa place sur la table. Nous avons négocié les espaces, un étagère pour ses livres, un coin de la cuisine pour ses tasses. Nous avons aussi inventé de nouveaux rituels. Le samedi matin, il s'occupait du café, je préparais des tartines, puis nous allions au marché ensemble. Ces gestes, apparemment mineurs, étaient des réparations lentes. Il a connu mes rechutes et n'a pas promis de les effacer. Il m'a offert plutôt une constance. Être là même quand je n'étais pas très aimable, revenir même après un silence prolongé. C'est au milieu de cette stabilité naissante que le téléphone a sonné une fois encore, avec un message si bref qu'il était presque brutal. Neuza était parti.
La nouvelle m'a frappée avec une violence que je n'avais pas anticipée. Elle ne faisait pas partie d'un schéma. Elle arrivait comme un vol d'oiseaux noirs qu'on ne pouvait arrêter. J'ai senti une lourdeur terrible, comme si un fil principal de la toile que nous avions tissée se cassait. Nous avons organisé son enterrement dans la semaine, avec les femmes du groupe qui se sont mises à préparer une table, à organiser un coin avec des photos et des objets qu'elle aimait. La maison de Neusa a été envahie par des fleurs, des voix, des chuchotements qui tentaient de rendre hommage à une vie faite d'actes simples et constants. Son absence a ouvert un creux. J'ai pleuré, mais les larmes n'étaient pas seulement pour elle. Elles étaient pour la période où sa présence avait été un point d'appui, pour le bol de gâteau qui avait commencé tout cela, pour la façon dont elle avait sans façon construit une communauté. Face à la douleur, un mouvement s'est imposé comme une évidence. Ne pas laisser cette histoire finir en silence. Les femmes, toutes d'âges différents, ont commencé à parler d'un projet qui porterait son nom, non comme un mausolée, mais comme une continuation de son geste. Nous avons voulu transformer le deuil en quelque chose d'actif, sans illusion de réparation totale, mais avec la ferme idée que la mémoire pouvait s'incarner. C'est ainsi qu'est né officiellement Maos que Curan. Mao que Curan, mains qui guérissent, le nom restait en portugais parce qu'il portait la chaleur originelle de notre histoire et ne semblait pas vouloir être traduit complètement. Nous avons commencé modestement. Des ateliers hebdomadaires, une caisse pour acheter de la laine en gros, des réunions pour répartir les tâches. On a désigné des responsables pour le contact avec la mairie, pour l'organisation des foires, pour la comptabilité, même minime. Ce qui m'a étonnée, c'est la manière dont chacun a trouvé sa place naturellement. Edilène s'est mise à gérer les commandes, Grassa a pris en charge les expéditions pour les pièces qu'on devait envoyer à des personnes plus loin, Lucimar s'est occupée des affiches, Jurema a coordonné les ateliers avec les femmes plus âgées, et Fabiana a été notre liaison avec les jeunes qui voulaient apprendre. Cléonis, qui avait un don pour convaincre les autres de nous suivre, a commencé à trouver des points de vente ponctuels. Les premières semaines ont été un étonnement constant. Des femmes qui revenaient, des nouvelles qui arrivaient, des enfants qui se jetaient sur les pelotes. Nous avons dû apprendre à fonctionner comme une petite entreprise, mais en gardant l'esprit de refuge. On a établi des règles simples. Personne n'était payé plus qu'une autre. On reversait une part pour acheter plus de matériel et on gardait une feuille propre pour noter les heures pour celles qui ne pouvaient pas venir toujours. Les ateliers ne devaient pas devenir une contrainte. Ils devaient rester un lieu où l'on pouvait être, même en silence. Peu à peu, Maos que Curam a commencé à avoir un nom dans le quartier. Des clients réguliers sont apparus, des gens qui achetaient pour offrir, pour se couvrir, pour faire un cadeau à un petit enfant. Cela donnait du sens, non pas en effaçant nos blessures, mais en leur donnant un lieu où se déposer utilement. La logistique n'a pas été sans obstacle. Il y a eu des tensions sur l'utilisation des fonds, des discussions autour de la meilleure façon d'organiser une foire, des désaccords sur le style des pièces. Mais ces conflits nous ont appris à parler, à ne pas laisser les problèmes pourrir. Nous avons inventé des moments de médiation. Une tasse de thé partagée avant une réunion, une promenade où l'on laissait les sujets chauds pour le prochain atelier. La solidarité ne se décrète pas. Elle se construit dans la capacité de revenir, encore et encore, autour d'une table. L'impact a dépassé nos attentes modestes. Nous avons réussi à financer des petites bourses pour des femmes en situation de vulnérabilité qui voulaient apprendre un métier manuel. Nous avons offert des kits de laine à des maisons de retraite voisines et nous avons organisé une petite collecte pour acheter des couvertures destinées à des familles en besoin. Les petites choses que nous faisions se plaçaient comme des pierres qui supportent une route. Les retours étaient souvent silencieux mais puissants. Un message d'une vieille dame disant qu'un châle lui avait rendu la chaleur d'une nuit, un jeune homme qui nous a envoyé une photo de ses enfants portant nos bonnets. Ces marques d'appréciation nourrissaient le groupe et remettaient de la dignité dans nos mains. Parmi tout cela, ma relation avec mes enfants a peu à peu trouvé des nouvelles terrasses. Rodrigo a compris que je pouvais être autonome sans être froide. J'ai appris à demander de l'aide sans me sentir diminuée. Patricia a retrouvé une énergie plus lisse. Nous avons pleuré encore, mais nous avons aussi ri et nos conversations ont pris parfois une tournure plus légère, comme si la douleur n'occupait plus chaque silence. Junior, qui avait été réservé, est venu aider lors d'une foire et a fini par rester plus tard pour parler de choses qu'il n'avait jamais racontées à sa mère. Les non-dits ont commencé à se dissoudre dans des petits gestes de partage. Ce n'était pas une réparation miraculeuse, mais une reconnaissance progressive que nos histoires pouvaient cohabiter sans que l'une écrase l'autre.
Les années ont filé avec leur lot de joie et de peine. J'ai vu des naissances dans la famille, de nouveaux visages imprégnés de mon sang. On m'a appelée grand-mère, d'abord avec étonnement, puis avec fierté. Il y a eu des voyages, pas des croisières luxueuses, mais des escapades mesurées. Un week-end au bord de la mer pour sentir le vent sur le visage, une petite visite à Campos dos Goitacazes pour retrouver des souvenirs d'enfance qui me semblaient à la fois proches et lointains. J'ai appris à accueillir les petits moments comme des précieux fragments de réassurance. J'ai aussi assisté à des pertes, inévitables, mais l'effet a changé. Au lieu de me laisser emporter dans un trou noir, j'ai trouvé des mains qui tenaient une lampe, assez pour voir où poser un pied. Le projet Mausque Curon a continué à croître. Nous avons ouvert un petit local, une pièce lumineuse où l'on pouvait tricoter sans se sentir observé. Les murs ont été recouverts de pièces à vendre, de cartes, de photos. Nous avons commencé à tenir des ateliers payants pour financer notre fonctionnement et à recevoir des dons ponctuels. Parfois, des institutions nous contactaient pour une commande plus importante et nous répondions en équipe. Voir les créations partir vers d'autres maisons m'apportait une joie discrète. Chacune de ces pièces contenait des heures, des rires, des larmes, et maintenant elles portaient aussi une utilité concrète. Il y a eu des moments où je me suis sentie plus vieille que je ne me sentais à l'intérieur. Mon corps a commencé à me rappeler ses limites, un genou qui proteste, une fatigue qui met plus de temps à partir. Reynaldo a été là dans ces moments-là, sans illusion sur mes performances, juste la volonté de m'accompagner dans la prudence. Nous avons mis au point des routines pour alléger le quotidien. Il achetait la laine en grosse quantité pour éviter que je ne fasse trop d'allers-retours. Il me préparait des plats le soir où je n'avais pas la force de cuisiner. Parfois, il s'amusait à décorer mes châles avec un petit fil de bois qu'il avait trouvé, ajoutant une touche personnelle. Son regard sur les choses a enrichi ma perspective. Il avait le don de remarquer les détails et d'en faire un récit. La fête qui marque peut-être le point le plus lumineux de cette période a eu lieu pour célébrer l'anniversaire de Neuza. Non pas comme une disparition, mais comme une célébration de sa vie. Nous avons organisé un rassemblement dans la petite place du quartier. Table dressée, une tente, les œuvres disposées comme si elles attendaient des mains qui allaient les adopter. Des voisins, des clients, des élus locaux sont venus. Certains sont venus parce qu'ils aimaient nos pièces, d'autres parce qu'ils connaissaient l'histoire. Il y avait des discours simples, des souvenirs partagés, et surtout des moments où l'on a ri fort, jusqu'à ce que les larmes viennent. J'ai pris la parole, non pas pour dire des grandes vérités, mais pour raconter un souvenir précis. La première fois que Neuza est entrée chez moi avec son gâteau. La manière dont elle s'était assise sans demander la permission. Les applaudissements qui ont suivi étaient des mains qui acceptaient que l'on prononce le nom d'une amie comme une présence encore vivante. Cette fête a scellé quelque chose. La reconnaissance que la douleur peut se transformer en action qui engendre du sens. Ce n'était pas un triomphe sur la mort, ni une preuve que l'on avait tout dépassé. C'était simplement la preuve tangible que des vies avaient été touchées et que cette trace pouvait se matérialiser par des actions continues. Nous avons commencé à recevoir d'autres demandes, donner des ateliers dans d'autres quartiers, accompagner des groupes de femmes dans des zones plus isolées, proposer des échanges intergénérationnels entre des adolescents et des personnes âgées. Le projet est devenu polyvalent, et cela a enrichi notre vision initiale. À travers tout cela, une question m'accompagnait souvent, comme une musique de fond. Que va-t-il rester de tout cela quand je ne serai plus là pour le voir? La question n'était pas morbide, elle était plutôt une invitation à poser du sens dans ce que nous faisions. J'ai commencé à écrire des notes, des recettes de modèles, des façons de tenir une réunion. Nous avons constitué un petit dossier avec des procédures pour que le local puisse continuer de fonctionner. Nous avons aussi formé des jeunes pour transmettre le savoir manuel. Le LEGS ne s'est pas révélé seulement dans l'argent ou les objets, il s'est manifesté dans la capacité de créer des liens, d'offrir des compétences, de nourrir l'estime personnelle. Le fil rouge qui a parcouru toute mon histoire, les petites choses qui s'additionnent jusqu'à former une vie, se matérialisaient dans un détail récurrent, mes mains. À l'origine, elles avaient appris à faire des gestes pratiques et domestiques. Avec le temps, elles ont appris à crocheter, à coudre, à tenir la main d'une autre. Elles ont aussi appris à réparer, non seulement des chaises, mais des cœurs en miettes. Et cela me ramène au titre qui me hante parfois, cette phrase confuse que j'ai vue écrite quelque part. Jamais pensé que j'arriverais à prendre une telle taille, encore plus dure comme du fer. Ça m'a l'art. J'ai toujours eu envie de comprendre ce qu'on voulait dire par là. Peut-être que c'est une façon maladroite de nommer la transformation qui m'a traversée.
Je n'avais jamais cru devenir ce genre de personne qui accepte des responsabilités larges, qui endosse la taille d'un rôle social. Je crains que cela ne veuille aussi dire que j'ai pensé pouvoir devenir insensible, dur comme du fer, pour mieux supporter les coups de la vie. Mais la vérité, étrange et belle, est que je suis devenue plutôt solide qu'endurcie. Ma fermeté n'a pas été une fermeture, mais une stabilisation, une capacité à tenir sans se rompre. Je ne suis pas ici pour raconter une histoire de succès. Il y a des journées où je me sens impuissante, où la tristesse revient comme une mer basse qui couvre des pierres que l'on croyait sèches. Il y a des moments où quelqu'un me demande « Et maintenant ?» comme si j'avais une feuille de route complète. Ma réponse est simple, maintenant je continue. Je me lève, je fais du café, je passe voir les filles au local. Je regarde des photos, je réponds à des messages d'une femme qui veut apprendre à crocheter. Et je souris quand je peux. Je pense à Mauricio parfois, non pas comme un fantôme qui dicte des choix, mais comme un morceau de moi qui a fait ce que la vie lui a permis. Je pense à Neuza, et je remercie la chance d'avoir connu un geste gratuit et persistant. Si vous m'aviez demandé, il y a des années, si je pensais pouvoir tenir tout ça, la famille, le projet, les douleurs, la nouveauté de l'amour à mon âge, j'aurais sans doute dit non. J'aurais imaginé me recroqueviller, me fermer comme une huître. Au lieu de cela, quelque chose a cédé et s'est transformé. Je me suis élargie, non pas parce que j'ai pris la taille d'un fardeau qui m'écraserait, mais parce que j'ai appris à étirer mes bras pour accueillir, à bricoler des solutions, à accepter que je ne savais pas tout. J'ai pris la taille d'un rôle social qui me dépasse parfois, mais qui me permet aussi de me sentir utile. Il y a une image qui revient souvent dans mes pensées, la table dressée pour deux. Au début, elle était une résistance, un acte d'obstination contre la disparition. Aujourd'hui, elle est devenue un point d'histoire. Parfois, Reynaldo et moi la laissons pour un seul couvert, quand nous ne voulons pas trahir la mémoire. Parfois, nous l'ouvrons à des voisins, à des amis, à des enfants qui viennent manger. La table n'a pas effacé la perte, elle l'a transformée en une invitation à partager. Et c'est peut-être la meilleure métamorphose possible. Je ne prétends pas avoir des recettes magiques à donner. Je ne dirai jamais que le crochet guérit toutes les peines. Ce que je peux dire, avec toute la modestie qui m'habite, c'est que la présence des autres, les gestes répétés et l'engagement concret dans quelque chose de commun peuvent rouvrir des fenêtres qu'on croyait condamnées. Tenir une pelote entre les doigts, aller au marché, accepter un café, organiser une foire, tenir une main dans les moments où la voix manque, tout cela compose une trame qui soutient. La trame n'efface pas les trous, mais elle permet de marcher dessus sans tomber. Aujourd'hui, quand je regarde les femmes qui ont commencé avec moi et celles qui sont arrivées ensuite, je vois des visages différents mais la même détermination silencieuse. Nous ne cherchons pas la reconnaissance, même si elle vient parfois sous forme d'un article ou d'un mot public. Nous cherchons la proximité, et c'est suffisant pour que nos jours aient un sens visible. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose de simple. Si vous traversez une perte, vous n'êtes pas condamné à une trajectoire unique. On peut trébucher, revenir en arrière, rester bloqué pendant longtemps. On peut aussi, petit à petit, trouver des mains qui veulent tenir les nôtres. Si vous êtes loin, écrivez un message. Si vous êtes proche, passez avec un bol de gâteau. Les gestes minuscules pèsent parfois plus que les grandes paroles. Ils pèsent en durée, en répétition, en chaleur. Si cette histoire vous a touché, si vous avez une expérience semblable, je vous invite à laisser votre mot en commentaire. Dites d'où vous êtes, racontez un petit geste qui a compté pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Abonnez-vous si vous voulez continuer à recevoir des récits de vie qui apprennent, comme la nôtre, à transformer la peine en travail de main et de cœur. Je lis chaque message et je continue de croire que quelque part, les petites mains assemblent un monde qui vaut la peine d'être vécu.